Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo, la nouvelle émission sur Bismart pour décrypter les enjeux de la transformation urbaine. On va s'intéresser aujourd'hui à un défi majeur qui redessine les contours de nos villes. Comment repenser la fabrique de la ville dans un contexte où la réduction des émissions de carbone est devenue une nécessité absolue ? Vous le savez, face à l'urgence climatique, il ne s'agit plus seulement de construire autrement, mais bien de revoir nos usages, d'optimiser l'existant, de renaturer les espaces urbains. Alors ça, on va le demander dans un instant à nos trois experts. On a des grands aménageurs, Stéphane Neufeil, Grand Paris Aménagement, Aurélie Couzy, Euroméditerranée, et Valérie Lassec, Bordeaux Euratlantique, l'EPA Bordeaux Euratlantique. Smart Immo, c'est parti. Smart Immo en direct du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. On va se poser cette question. Comment repenser la fabrique de la ville dans un contexte où la réduction des émissions de carbone est devenue une nécessité absolue ? On est ravis d'accueillir un beau plateau de dirigeants et de dirigeantes. On est en compagnie de Valérie Lassec. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPA, l'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique. Et vous menez actuellement un projet très emblématique en matière de décarbonation. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Stéphane Neufeil. Bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur général de Grand Paris Aménagement, qui pilote la transformation à toute la région Île-de-France. On va voir voilà aussi vos actions dans la décarbonation, comment ça y participe. Et puis, Aurélie Couzy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Euroméditerranée, au cœur du renouveau méditerranéen décarboné. Bienvenue à vous. Alors justement, on va démarrer peut-être avec la province, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on est parfois dans les médias un petit peu trop Paris ou Île-de-France centré. Du côté justement de Bordeaux, alors on connaît la trajectoire de Bordeaux, la belle endormie qui a vraiment explosé ces dernières années avec la LGV. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Après peut-être une période d'expansion, certains ont dit voilà, un petit peu trop démesuré. Il y a eu un coup d'arrêt il y a quelques années avec la nouvelle municipalité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Valérie, est-ce que vous nous parlez des projets justement qui sont autour de Bordeaux ? Alors l'opération d'intérêt national Euratlantique effectivement est née de l'arrivée de la LGV avec déjà à l'époque la volonté de limiter l'étalement urbain et de faire préférer la ville à des urbains qui avaient tendance à aller dans le périurbain, participer à finalement cette artificialisation des terres agricoles et naturelles, ce qui n'était quand même pas le mouvement le plus recommandé. Et donc déjà il y a 15 ans, finalement les orientations stratégiques étaient de préférer densifier le foncier à proximité d'une gare et de phaser les opérations de développement immobilier à proximité de la gare et de le faire avec une intelligence d'intensité urbaine et de décarbonation, en tout cas en évitant déjà des mobilités contraintes domicile-travail qui étaient de plus en plus coûteuses du point de vue carbone. C'est ce qui a été fait, quand même, on peut le dire, parce que alors pour la petite histoire, moi j'ai étudié à Bordeaux. Je me souviens qu'il y avait des bus pour aller justement à la fac. C'était extrêmement compliqué, ça polluait beaucoup, on était tout le temps en retard. Là on arrive, c'est vrai, le quartier de la gare justement dont vous parlez, complètement transformé, des tramways, on peut circuler et même on a vu l'arrivée des mobilités douces aussi. Alors effectivement, au moment où l'opération commence, on a 3 hectares d'espace vert, on va végétaliser le sud de Bordeaux. Et effectivement, la place de la voiture, c'était 70% de l'espace public qui était dédié à la voiture sur cette ZAC, la première ZAC qui était Bordeaux-Saint-Jean-Belsier. Et on va passer à 27% à terminaison de cette zone d'aménagement concerté où effectivement, en réduisant la place de la voiture, on donne de la place aux infrastructures de transport doux et aux bus à haut niveau de service en complément d'un tramway qui a changé le paysage bordelais et qui donne accès effectivement au campus de manière beaucoup plus accessible qu'auparavant. Ouais. Est-ce que 70% jusqu'à 27%, est-ce que la pente continue ? Est-ce qu'on réduit encore, peut-être de manière moins vive, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'incompressible avec la voiture ? En tout cas, ça va avec les choix de localisation. Et donc, avoir des aménagements qui constituent des quartiers de vie et qui vont déspécialiser, en fait, mettre des fonctions urbaines de résidentiel avec des fonctions tertiaires, ça permet de faire baisser les besoins de mobilité. Et donc la démobilité, c'est bon en termes de poids carbone. Après, il y a effectivement des déplacements contraints qui sont plutôt servants et qui vont continuer à être possibles avec des mobilités de type voiture, mais utilitaires, on va dire. Oui.
On voit d'ailleurs que la SNCF, SNCF Immobilier a mis le paquet justement sur les gares. Nos gares en sont totalement transformées, mais à peu près partout sur le territoire. Souvent les gares, c'est vrai que c'est un quartier un peu pas mal famé, mais un peu difficile. Là, quand vous parlez du quartier de la gare Saint-Jean, Belsier, est-ce que justement il y a une dimension aussi de revalorisation de ce quartier ? Alors, d'abord, effectivement, on travaille sur des fonciers ferroviaires et industriels, et à proximité de la gare, le premier enjeu, c'était de se mettre d'accord avec la SNCF sur les aménagements qu'on allait pouvoir organiser autour de cette gare, et desserrer finalement cette sensation de proximité ou d'hyper-concentration à proximité de la gare pour offrir des opportunités. Et donc, les développements immobiliers ont permis de donner une occupation de ces territoires qui soit différente et qui soit beaucoup plus familiale, avec, encore une fois, des espaces verts généreux qui vont amener une fréquentation récréative, de loisirs, de respiration urbaine. Et ça change fondamentalement le peuplement à proximité d'une gare tel qu'on l'imagine. Et ça déplace sans doute un certain nombre de problématiques. Ça dessert cette contrainte. Oui. Et ça permet sans doute de reprendre place sur ces quartiers de gare. Autour des familles, des commerces nouveaux, une vie tout à fait nouvelle. Je vois Stéphane Defeil de Grand Paris Aménagement qui opine du chef. On va vous poser la même question dans quelques instants, mais on va faire un petit tour du côté de la Méditerranée avec vous, Aurélie Cousy, qui va nous présenter aussi le projet Euro-Méditerranée. Euro-Méditerranée, c'est un projet qui est né en 1995, ça va bientôt faire 30 ans. À un moment où la ville de Marseille était en déprise économique, le secteur arrière portuaire qui est extrêmement bien situé, très proche du vieux port, de la gare, du centre historique de Marseille, était un secteur qui était un no man's land dans lequel la désindustrialisation est en train de produire des effets assez terribles sur la sécurité, sur l'ambiance de la ville. Et à ce moment-là, la question là aussi de refaire la ville sur la ville, de réinvestir un centre avec d'abord un poumon économique mais aussi une mixité avec du logement, avec des espaces publics de qualité, était déjà le fondement d'Euro-Méditerranée dès les premières heures. Avec un travail très fort qui a été fait sur les autoroutes aussi, puisque Marseille, c'est une ville qui est traversée par des grandes autoroutes urbaines. Donc en termes de carbonation, en termes de santé publique, c'est évidemment des sujets sur lesquels on a eu la capacité d'avoir une action d'ampleur. On a reculé d'une centaine de mètres l'autoroute A7, on a enfoui l'autoroute A55 qui avant arrivait jusqu'à cette cathédrale de la Major qui était un rond-point autoroutier. Et aujourd'hui, on a vraiment une qualité d'espace, une ouverture sur le port aussi, avec un travail très important avec le port pour l'ouvrir sur la ville et réciproquement. L'emblème de ça, c'est le MUSEM. Marseille, capitale européenne de la culture, en 2012 a permis que les Marseillais, les Français, tout le monde redécouvre ce secteur qui est aujourd'hui un secteur très dynamique à la fois d'emploi, de logement et de grands équipements. Ouais, avec ce magnifique musée, c'est vrai, en bordure, mais pas que. Là aussi, on parlait de Bordeaux, la Belle Endormie, mais à Marseille, on a l'impression que c'est la même chose. Il y a une transformation assez radicale ces dernières années. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous parler de la dimension de ce projet ? Parce que c'est vrai que c'était à l'entrée de la ville, que c'était un chantier colossal, une friche, même s'il y avait de l'activité. Comment ça a été quelle est l'ampleur du projet ? Le projet, c'est 480 hectares. C'était déjà 310 hectares dans la première partie, ce qu'on appelle Euro-Méditerranée 1, et 170 sur la deuxième partie. La deuxième partie est de la même ampleur, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur des grands secteurs industriels qui étaient là aussi assez liés à ces activités arrière-portuaires et qui ont laissé la place pour retrouver des nouveaux habitants, avec un travail très important de renaturation aussi qui est devenu de plus en plus important au fil du temps. On va créer un parc de 20 hectares sur des anciens terrains ferroviaires qui sont redonnés aux habitants. Et on travaille aussi beaucoup avec le Déjà Là. On a des noyaux villageois qui sont cette âme de Marseille, ces 110 villages qui sont vraiment ce qui fait la fierté de l'art de vivre à Marseille, de la Méditerranée. Et donc on travaille aussi sur l'existant à requalifier avec les habitants leur espace et à cette couture avec les nouveaux habitants et vers les quartiers nord. Oui, et voilà, c'est un chantier titanesque pour le coup, mais qui crée aussi, et bien sûr, de l'emploi, qui crée des nouvelles habitations, et on sait qu'on en a besoin aussi sur Marseille, puisque c'est une ville extrêmement dynamique. Oui, je pense que tout le travail qui a toujours été fait sur la mixité est un travail, comme le disait tout à l'heure Valérie, qui va dans le sens, quand on refait la ville sur la ville, d'éviter la carbonation déjà des transports. Et ça a été le premier angle, je pense, de tout aménageur de travailler sur cette question-là, de refaire de la ville mixte pour que les gens puissent trouver dans leur quartier la ville du quart d'heure. On dit maintenant des commerces, des aménités, des équipements publics, leur emploi. Et ça, déjà, c'est le premier acte fondamental en termes de décarbonation qu'on peut faire en tant qu'aménageur.
Et la circulation, est-ce que ça s'est amélioré? Je sais que c'est un point noir, on en parle souvent à Marseille. Non, je pense qu'on travaille sur une ville qui a un retard encore par rapport à l'usage de la voiture comparé à d'autres métropoles françaises. Est-ce qu'on est passé de 70% à 25% à peu près? Voilà. C'est le but? Nous, on a un retard assez important sur les transports en commun qui est en train d'être rattrapé grâce au plan Marseille en grand. Le président de la République a beaucoup investi sur le territoire marseillais avec la métropole pour porter un grand plan sur les transports en commun. Et je pense qu'il est difficile d'arriver à des enjeux de report modal et de disparition de la voiture tant qu'on n'aura pas obtenu cette qualité de transport en commun pour que les déplacements puissent aller d'un bout à l'autre avec cette facilité de report. Voilà, après Bordeaux, après Marseille, on attaque la ville capitale, ou plutôt la région Île-de-France avec vous, Stéphane Defey de Grand Paris Aménagement. On parle des chantiers titanesques. Alors là, le Grand Paris, on y est. Mais on a déjà vu quand même les premiers effets cet été, parce qu'il fallait bien sûr que tout soit prêt pour les Jeux Olympiques. Ça a été un immense succès. Alors il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde sur la métropole. Tout le monde avait pris ses dispositions pour fuir les Jeux Olympiques. Certains s'en sont mordus les doigts parce que c'était une superbe réussite. Mais c'est vrai qu'on commence à desserrer les taux. Là, qu'il y a des transformations, notamment sur les mobilités qui sont en place, mais pas seulement. Alors, c'est clair que l'Île-de-France connaît des dynamiques qui sont d'abord très particulières liées à l'émergence du télétravail, avec un côté noir. Oui. Côté noir, c'est aujourd'hui minimum 5 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés et qui, il faut se le dire, le resteront. Et on est plutôt d'ailleurs sur des évaluations à 15 millions. Donc c'est vraiment un changement des pratiques professionnelles. Attendez, c'est même un changement de paradigme, on a l'impression. Et vous dites que ça s'est fait, allez, fin de la crise sanitaire 2021. 2021, entre la hausse des taux d'intérêt d'une part et puis les changements de pratiques professionnelles initiés avec la Covid, on a vraiment ça. Et là où ça a un vrai impact en Ile-de-France, c'est qu'on sent un report du centre de Paris, même de la première couronne, vers une seconde couronne, oui, qui est plus en contact direct avec la nature. L'Île-de-France, c'est quand même 50% de terres agricoles. On l'oublie parfois quand on est dans le centre de Paris. Et donc des changements qui sont initiés, je dirais, indépendamment du remaillage des transports. Et ensuite, il y a effectivement des investissements absolument majeurs, avec la Société des grands projets qui a livré cette année la première extension de la ligne 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly, mais avec en réalité en moins de 10 ans un doublement de la taille du réseau de transport en commun lourd de Paris. Et effectivement, c'est comme sur Bordeaux, comme sur Marseille, je dirais comme tout acte d'aménagement bien pensé qui articule transport et aménagement urbain. On est en fait juste à l'aube d'un changement de pratique de la ville. Oui, alors je vous coupe juste un instant parce que c'est vrai que c'est assez ingrat tous ces travaux, ces grands travaux d'aménagement, parce qu'ils ne se font pas en un jour. Hein. Ils se mettent sur plusieurs années et on a d'abord les perturbations afférentes et tout le monde râle. Hein. Je pense que ça a été le cas à Bordeaux, le cas forcément à Marseille, mais c'est vrai que voilà, les franciliens d'une manière générale ont râlé et qu'on commence à peine à en voir les effets. Mais alors, qu'est-ce que ça change une fois que c'est terminé, une fois qu'on a ces mobilités et on oublie la galère finalement de ce que c'était quelques mois, quelques années avant? C'est clair et ça se voit tout de suite. La récente ouverture de la ligne 11, de la prolongation de la ligne 11, elle a vraiment changé la vie quotidienne de dizaines de milliers d'habitants. D'ailleurs, ça a été un succès immédiat. On va avoir le prolongement des halls à l'ouest jusqu'à Mantes-la-Jolie, déjà jusqu'à la Défense et Nanterre. Et on voit la manière dont ça change, ça désengorge. Et c'est vrai que c'est un puissant, c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est un puissant accélérateur de changement de pratique individuelle. Les Français, dans la grande majorité, ne prennent pas la voiture pour le plaisir de prendre la voiture. C'est qu'à un moment donné, par rapport à toutes les contraintes qui sont les leurs, c'est le mode le plus simple pour aller au travail, chercher les enfants à l'école, faire les courses, etc. Dès qu'on leur simplifie la vie, il y a vraiment plutôt un appétit. Et on le voit bien dans les tendances de fond, à la diminution des taux de motorisation dans la plupart des collectivités territoriales où les transports sont bien développés. Et in fine, et c'est d'ailleurs une des difficultés de l'aménageur, c'est que ce changement de paradigme, qui est un changement de paradigme souhaité, c'est-à-dire comment est-ce que les habitants ont envie d'utiliser davantage les transports qu'un véhicule individuel, il passe par une phase transitoire dans laquelle on a à la fois un besoin important de voitures
Et en même temps, on a besoin, on se projette à un horizon de temps où la voiture ne sera plus là. Et ce sont ce type de contradictions, il y en a bien d'autres, qu'un aménageur doit gérer dans des opérations qui durent 20-30 ans. Et on voit d'ailleurs que l'offre crée la demande. Alors après, vous parliez de télétravail, il y en a même qui vont jusqu'à Bordeaux, qui vont les mouvements, en tout cas pour 2-3 jours, qui ont une double vie, en tout cas dans 2 villes, ça s'est vu. Marseille, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu plus loin. Même 3 heures, ouais, ça le fait aussi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression d'un changement, voilà, je disais tout à l'heure, un changement de paradigme. Valérie Lassec, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous observez également, justement, parce que je voudrais qu'on me dise un mot aussi, bien sûr, de la décarbonation dans cette deuxième partie. Il y a effectivement... l'aménageur a quand même quelques super pouvoirs. On a en matière de décarbonation, on a d'abord des capacités directes de décarboner ce qu'on fait en propre, et donc l'aménagement des espaces publics pour ce qui concerne Bordeaux-Atlantique. Il y a des vrais choix à faire et des orientations nouvelles qu'on prend de manière résolue en lien avec les collectivités qui vont être les gestionnaires futurs de ces espaces publics. Donc une fois qu'on a convaincu tout le monde et qu'on embarque tout le monde dans ce mouvement, et avec effectivement des orientations stratégiques partagées et convergentes, après, effectivement, on peut faire. Ensuite, il y a les prescriptions qu'on donne aux promoteurs immobiliers en leur demandant de décarboner l'acte de construire lui-même, et donc de faire des choix décarbonés, des modes constructifs innovants qui vont peser moins en termes d'empreinte carbone. Et puis après, il y a tout le champ qu'on vient d'aborder, qui est le changement de comportement à travers effectivement des choix d'aménagement. Par exemple, en déportant des parkings et en mutualisant dans des silos à proximité du domicile, mais pas en bas de chez soi, l'endroit où dort la voiture. Finalement, ça interroge sur quel est le mode de déplacement le plus cohérent par rapport à ce dont j'ai besoin. On prend sa voiture de son domicile, peut-être en périphérie, on va jusqu'à la gare, on laisse son véhicule à la gare. Certains y vont en trottinette, en vélo, peu importe. Et on complète par le vélo, on complète par le tram, on complète. Pour aller dans le centre. Voilà. Donc il y a évidemment ces mécanismes-là qui sont vraiment très opérants et qui changent le comportement des ménages. Quand on a accueilli le siège de la Caisse d'épargne sur Euratlantique, la démotorisation des salariés a été fulgurante. Et ils avaient d'ailleurs demandé des places en ammodiation dans des parkings à proximité par précaution, qu'ils n'ont jamais utilisé et qu'ils ont rendu au fur et à mesure parce qu'il n'y avait plus besoin en fait. Donc les choix, les orientations des choix des usagers, finalement, ça nous appartient aussi. Et donc en proposant des alternatives en lien avec la métropole qui a un schéma des mobilités, encore une fois, qui va dans le même sens, un plan climat-énergie qui va dans le même sens. Finalement, quand on arrive à faire converger ces objectifs, on arrive à faire des choses assez rapides et extraordinaires en orientant simplement les comportements. Et ça, c'est vraiment un des super pouvoirs qu'on ignorait. Aurélie Couzy, sur ces super pouvoirs de l'aménageur, vous avez les mêmes du côté de Marseille? Oui, je ne sais pas si on parlera de super pouvoirs, mais je pense qu'on a la capacité en tant qu'aménageur et aménageur de l'État notamment, à travailler à une échelle qui permet d'avoir un vrai impact sur le territoire et sur les pratiques dans ce territoire. Moi, si je cite un exemple, on a été en capacité de développer un réseau de chaleur urbain de thalassothermie avec des partenaires privés en dehors de délégations de services publics, et on a pu le faire parce qu'on amène 10 000 logements sur Euroméditerranée 1, 10 000 logements sur Euroméditerranée 2. Donc on a la capacité de rentabiliser des systèmes d'innovation qui permettent d'avoir 70% d'énergie renouvelable sur nos réseaux de chaleur aujourd'hui, et une forme de résilience du territoire par rapport à l'énergie pour chauffer les habitants, et demain pour faire du rafraîchissement, ce qui sera un enjeu fondamental à Marseille par rapport à cette question du confort d'été. Donc on a cette capacité de travailler à cette échelle-là. Ce qu'on fait avec les promoteurs, c'est aussi la même chose. Quand aujourd'hui on essaie de retenir une réglementation 2028 en 2028, ça veut dire travailler sur des filières locales de biosourcés, ça veut dire les développer parce qu'aujourd'hui elles n'existent pas. Et c'est aussi notre capacité d'aménageur de travailler avec notre gouvernance, avec l'État, la région, la métropole, la ville, pour faire développer des innovations à cette échelle et les rendre possibles économiquement. Parce qu'on ne fera pas de bas carbone, on ne fera pas d'innovation si on n'a pas une accessibilité économique pour pouvoir produire notamment des logements qui soient abordables pour les habitants. Alors ça, donc ça, c'est notre pouvoir en tout cas d'impact et de mise à l'échelle qui est, je pense, notre principal super pouvoir. Alors l'équation économique, c'est très intéressant parce qu'on a une levée de bouclier, bien sûr, des promoteurs au début qui disaient mais nous on a nos modes constructifs, c'est impossible, le coût est extrêmement renchéri, donc on n'y arrivera pas. Et puis on s'aperçoit que chemin faisant, certains ont trouvé des solutions. Est-ce que vous avez encore des freins de ce côté-là ou c'est quelque chose qu'aujourd'hui qu'on arrive à lever? Parce que c'est vrai qu'on a eu la crise énergétique, la crise de l'inflation des matériaux. On pouvait penser qu'à un moment ils seraient un peu contraints. Et bon, ils subissent la crise aujourd'hui, mais est-ce qu'on arrive quand même à s'adapter? Est-ce qu'on va dans le futur arriver à résoudre cette équation économique, donc avoir du durable, du décarboné et
si possible à un coût raisonnable pour les Français. Évidemment qu'on a des freins quand on est en plein milieu de la crise. On a bénéficié de territoires engagés pour le logement, les uns et les autres, qui nous ont permis de passer cette période de crise. Mais si on veut à un moment donné penser les modèles de demain, c'est justement être en capacité de développer des nouveaux modes de faire, des nouvelles filières qui permettront d'avoir ce niveau de qualité, de répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux de charges de copropriété pour ne pas avoir des copropriétés dégradées demain. Parce que ça aussi, c'est ce qui est faire durable. Oui. Et ça, on peut le faire parce qu'on arrive à travailler sur d'autres modes de faire. Mais je laisserai peut-être la parole à mon voisin pour dire un peu ce qu'on fait aussi justement sur la construction hors site, sur des choses qui permettent de changer vraiment ces modes de faire. Stéphane, alors justement, on va vous écouter, on sait que vous êtes un spécialiste du hors-site, on en a parlé ensemble il n'y a pas très longtemps, sur le salon Batimat, on peut le citer, un salon qui avait lieu la semaine dernière, où on a vu énormément d'innovations aussi dans les matériaux de construction, mais même dans les modes de construction avec le hors-site, c'est-à-dire la capacité de produire en usine, comme des voitures finalement, les immeubles ou les bâtiments de demain. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'équation qu'il s'agit de résoudre, c'est de réconcilier les ambitions environnementales, qui d'une certaine manière sont non négociables. Et ce n'est pas non négociable parce que quelqu'un aurait décidé, mais tout simplement parce que c'est aussi un appétit des citoyens eux-mêmes. Et il ne faut jamais oublier qu'on n'aura pas une acceptabilité de l'acte de construire, d'aménager, si on fait une ville contre les gens, alors qu'elle doit s'adresser à eux. Et en même temps, cette réalité économique, elle est là. Construire la ville plus chère, ce n'est pas possible. L'argent public est une espèce en voie de disparition, si ce n'est disparu. Les acquéreurs ne peuvent pas payer chaque saison 5%, 10% de plus leur logement. Et les bailleurs sociaux ont une capacité d'investissement qu'ils ont démontré, et heureusement qu'ils sont là, mais malgré tout, qui a ses limites en capacité à faire. Et donc, c'est vraiment la réconciliation, parce que les démonstrateurs, pardon de le dire, mais ne servent à rien si derrière, ils n'engagent pas une reproductibilité de ce qu'on va faire. C'est clair que, par exemple, sur la construction, on est très convaincus, chez Grand Paris Aménagement, mais on n'est pas les seuls, que la construction hors site est une des pistes les plus sérieuses pour associer à la fois la réduction des coûts, dès lors qu'on développe des filières, comme le disait Aurélie, mais comme le fait Valérie aussi sur le territoire, des filières de proximité. La construction hors site, ce n'est pas faire venir des éléments préfabriqués de Chine pour les assembler en France. C'est en France. C'est en France, mais c'est plus qu'en France. C'est comment la Nouvelle-Aquitaine, avec ses gisements de bois, comment la région PACA, avec ses ressources qui ne sont pas les mêmes qu'en Nouvelle-Aquitaine, qui ne sont pas les mêmes qu'en Île-de-France, va permettre de faire émerger des filières de proximité, d'appropriation. Donc c'est un levier puissant pour diminuer les coûts, pour avoir des performances très fortes, pas que sur le carbone. Oui. Et attention d'ailleurs, parce qu'on est dans un salon bas carbone et c'est très bien, mais le carbone, la lutte pour la décarbonation ne doit pas faire oublier toutes les autres limites planétaires. La ressource en eau, par exemple, la biodiversité, etc. Et on est dans des solutions qui permettent, en tout cas, on n'en a pas trouvé d'autres, je vais le dire de cette manière-là, qui permettent de travailler aussi efficacement dans cette logique. À condition, disait Aurélie, de passer à l'échelle. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une demande. Vous parliez de 10, 20 000 logements. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça pour un démonstrateur. Ça va être magnifique sur 30 logements, mais ce n'est pas assez. Il faut pouvoir avoir des usines aussi dimensionnées d'usines, comme on ne produirait pas 4 voitures. Voilà. C'est un investissement. Et l'investissement industriel n'a pas du tout la même nature que l'investissement du promoteur immobilier. Donc c'est vrai que ça nécessite de la visibilité. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail et les établissements publics d'aménagement dans les territoires où ils sont implantés, nous trois qui sommes là, mais nos cousins, nous sommes 15 au total en France, ont ce rôle-là aussi d'aller embarquer des dynamiques. Concrètement, le gouvernement, et c'est vraiment une continuité depuis déjà une dizaine d'années, le gouvernement, par exemple, nous fixe chaque année des objectifs en décarbonation, en incorporation de matériaux biosourcés dans nos constructions, de matériaux géosourcés, de matériaux hors site désormais, de façon à ce que nous-mêmes, nous soyons capables, dans nos écosystèmes locaux, de structurer la demande et d'embarquer d'autres acteurs, parce qu'il ne s'agit pas d'être que dans une logique de prescription et coercitive, il s'agit surtout de susciter l'envie, parce que comme c'est rationnel, derrière, et on le voit, des grands promoteurs aujourd'hui ont fait la bascule, parce qu'ils se sont rendus compte en fait, que économiquement ils s'y retrouvent.
Petite question justement d'actualité. On a eu ce remaniement qui est intervenu il y a quelques semaines avec des interrogations évidemment. On est en plein PLF, c'est-à-dire on va voter le budget. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va vous impacter les uns et les autres? Est-ce qu'il y a une dimension directe, un impact direct, ou est-ce que finalement on est sur des plans pluriannuels et on a un budget quand même sécurisé pour faire ces grandes transformations? Heureusement, effectivement, qu'on a les moyens de nos ambitions sur la durée. Et effectivement, c'est de l'investissement, les modèles économiques de l'aménagement. Et donc, on a des contrats qui nous lient avec une continuité de l'État qui rejoint des engagements chiffrés, protocolés avec des élus locaux. Et ça nous permet d'enjamber comme ça, allègrement, les différentes échéances électorales, qu'elles soient nationales ou locales. Il n'y aura pas de coup d'arrêt, tout ne s'arrête pas si, par exemple, il n'y a plus de gouvernement pendant 6 mois. C'est ça. Même chose du côté de Marseille, oui. Oui, évidemment, on est vraiment structuré pour être des opérateurs qui tiennent face aux crises et face à des changements aussi institutionnels, puisqu'on pense le temps long et donc on a évidemment des engagements avec les collectivités locales et avec l'État sur le temps long. Mais maintenant, on est dans un salon bas carbone, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'aides de l'État, le fonds Friche, le fonds Vert ces dernières années pour porter ces sujets-là. Je pense que c'est important de continuer à investir sur ces sujets d'environnement parce que derrière, c'est pas de l'investissement en pure perte, c'est ce qu'on disait. On structure des filières qui seront aussi pour la compétitivité de la France, la résilience et la souveraineté des territoires. Et donc, il ne faut pas minimiser cet impact économique de l'argent qu'on investit dans l'environnement. Stéphane, même question. Et si on se projette un petit peu, puisqu'on a les réglementations, la norme qui est passée par là, c'est vrai qu'il a rendu les choses aussi un petit peu plus compliquées pour tout le monde. Comment vous voyez les perspectives? Il vous reste 30 secondes. Allez. Ouais. Alors, déjà sur la norme, quand même réagir. La RE 2020 a un mérite énorme et qu'on a rarement connu dans les autres normes environnementales ou autres d'ailleurs, c'est qu'elle dessine non pas un seuil à atteindre, mais une trajectoire pour atteindre un seuil. Elle est prévisible, donc elle permet de structurer les décisions rationnelles des acteurs économiques sur le long terme. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je le disais dans une conférence sur le salon ce matin, avec d'ailleurs Laurent Girometti, un autre directeur général d'établissement public d'aménagement. Nous, ce pourquoi nous plaidons, c'est surtout ne pas bouger les textes tous les 4 matins. Mais ça, la stabilité est bien meilleure que l'instabilité, même si les textes ne sont pas parfaits, etc., ça permet de se projeter. Et ça, Valérie Aurélie disait, la question du temps long, pour tout le monde, elle est importante. C'est ce qu'on a peut-être un petit peu perdu de façon générale, et notamment les acteurs économiques qui sont forcément dans des logiques de plus court terme. Le retour du temps long, mais aussi les super pouvoirs des aménageurs qu'on retiendra. J'aime bien la formule. En tout cas, un grand merci à tous les trois, Stéphane Defeuille, Grand Paris Aménagement, Aurélie Cousier, Euroméditerranéen et Valérie Lassec de PA Bordeaux Euratlantique pour nous avoir donné vos lumières justement dans ce Smartimo spécial fabrique de la ville. Un grand merci et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Smartimo pour une prochaine émission.